Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Réinitialisation mondiale imminente. Un vaste plan a été organisé depuis de nombreuses années, avec pour objectif de déclencher d'énormes changements positifs à travers la planète. Sa mise en place sera l'implémentation d'une justice équitable qui mettra fin aux abus des populations et écosystèmes de cette planète. Nous avons été mis au courant à propos de ce plan par des contacts impliqués dans le projet,
afin que l'on puisse se préparer à l'avance. Nous allons présenter ici des informations clés à propos du plan et de ce que vous pouvez faire pour aider. À savoir à propos de la transition à venir. Plusieurs élus, grands patrons et banquiers ont commis des crimes extrêmes contre l'humanité, volé beaucoup d'argent et corrompu notre société, médias, finances, etc. La résistance a été organisée et des agents gouvernementaux vont arrêter ces groupes criminels légalement. Et un procès équitable leur sera garanti afin de libérer la planète. Les médias de masse vont donner des preuves concrètes de ce qui s'est vraiment passé en secret. Le système financier sera arrêté pour 3 à 15 jours. Votre argent ne disparaîtra pas, un nouveau système juste le remplacera, avec plus d'abondance pour tout le monde. Le vieux système était basé sur des dettes virtuelles, non basées sur des valeurs réelles, permettant à des petits groupes d'individus de voler et de manipuler les cours d'argent partout dans le monde. Toutes les dettes dues aux banques seront donc annulées. Les dettes honnêtes entre particuliers et entreprises devront être respectées. Le nouveau système sera basé sur des valeurs réelles, en particulier le cours de l'or, pour garantir des échanges justes. De vastes quantités d'argent qui ont été volées au cours des années seront redistribuées et partagées entre chaque être humain sur la planète. Que faire pour aider ? La transition sera pacifique. Il peut y avoir des perturbations temporaires dans les transports et distributions de nourriture et d'énergie. Préparez des vivres pour 3 à 15 jours. Restez calme. Ce n'est pas la loi martiale ni un coup d'État. Rien ne vous sera imposé. Aucune revanche sanglante ne sera autorisée. Ceci est un procédé de justice légale. Informez-vous, discutez, écoutez les annonces, faites vos propres recherches. Les conflits entre vous ont été créés artificiellement pour diviser pour mieux régner. Nous devons vivre en paix entre frères et sœurs. Si vous le pouvez, aidez à ce que tout le monde soit en sécurité et ait le nécessaire. La date exacte de cet événement ne peut pas être prédite, mais le plan se déroule bien. Nous allons vivre en paix avec plus de liberté et d'abondance. Les solutions qui étaient réprimées vont être distribuées pour toute la planète et des projets humanitaires et environnementaux massifs vont être mis en place. Libération. Les réseaux sociaux sont le Radio Londres de résistance du XXIe siècle. Je répète, les réseaux sociaux sont le Radio Londres de résistance du XXIe siècle. Faites passer ce message autour de vous au maximum. Je répète, faites passer ce message autour de vous au maximum. Les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites. Rien n'arrêtera ce qui vient. Je répète, rien n'arrêtera ce qui vient. L'humanité gagnera. Dieu aux 99 noms gagne toujours. Un pour tous pour un.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur AH Débrief. Nous sommes le jeudi 25 septembre 2025. Bon appétit si vous êtes à table. Et oui, merci à tous pour vos marques d'affection. À l'occasion de mes 36 ans, comme vous le savez, une fois qu'on passe 60, eh bien, c'est inversé. Voilà. J'ai 36 ans, 36 000 ans. Voilà. J'ai 36 000 ans. Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 36 000 ans. Laissez-moi un rêve, j'ai 36 000 ans. Ça arrive pas, mais je m'en cogne. C'est mon live, je dis ce que je veux. Voilà, 36 000 ans, les amis, 36 000 ans. Ouais. Et la forme, la pêche, je crois que un petit peu crevant, un petit peu crevé, un petit peu crevard ce soir, parce que un petit peu là, un petit peu chaque fois. Je suis un petit peu pas bien, mais enfin, c'est pas grave, je suis avec vous, on est bien, on est très bien. Merci infiniment pour vos marques d'affection. Vous avez été, mais alors là, je pense que j'ai jamais eu autant de souhaits d'anniversaire de ma vie. Là, au plus je prends des bougies, au plus vous êtes nombreux à me souhaiter un très joyeux anniversaire. Je vous remercie énormément, la famille. Je vous embrasse énormément et un grand merci à vous tous. Ce n'était pas que mon anniversaire hier, celui également hier d'un de mes frérots, un de nos frérots à tous de l'Alliance humaine, de l'Alliance Évasion, qui fait partie de l'Alliance Évasion. C'est un des autres, il est en Bourgogne, c'est mon ami Anthony, que j'appelle Antonin dans l'intimité. C'était ses 55 000 ans hier, donc le 24. Un très, très, très joyeux anniversaire à toi, mon frère. Je t'aime. Et puis, sache-le, voilà. Et nous t'aimons tous, car vous êtes des gens formidables avec sa petite femme Guylaine. Je vous le suggère d'ailleurs de passer, c'est la ferme de Lannou, que vous trouverez sur l'Alliance Évasion, la ferme de Lannou en Bourgogne. Ce sont des héliciculteurs, c'est-à-dire qu'ils font des escargots. C'est fabuleux, ils ont une ferme. Vous assistez à la création de comment ça fonctionne, les escargots, etc. C'est fabuleux, je vous le suggère. Allez à la ferme de Lannou en Bourgogne, chez nos amis Anthony et Guylaine. Joyeux anniversaire, mon frère. Aujourd'hui, je ne suis pas le seul à avoir, bien sûr, anniversaire. Il y a également Maryse Jouan-Jean, qui a 55 000 ans. 55 000 ans pour Maryse, la maman de Clément, qui hélas est décédée le 21 juin dernier. Je ne le savais pas, je pense que je suis passé à côté. Mais sincères condoléances à toi, Maryse. Ce n'est pas forcément, c'est un dure étape que de perdre un enfant. Donc, tous les membres de la AH Débrief, tous les membres de Alliance Humaine te réitèrent tout leur soutien. Donc, joyeux anniversaire, Maryse. Alors, ceux qui sont là demain, eh bien, je le dirai demain, car demain, c'est un live spécial que nous allons faire. Comme Antoine n'est pas là, il est en déplacement, il n'a pas donc le studio avec lui. Il est plus pratique que ce soit moi qui fasse le live, car Christophe a un live demain à faire important. Donc, ça sera moi qui serai aux manettes avec Christophe demain, le 26. Donc, c'est encore moi que vous verrez demain sur les chaînes de l'Alliance Humaine. Donc, nous sommes ensemble pour 48 heures. Non, ne vous inquiétez pas, on se quittera pour aller dormir. Voilà ce qui est fait pour les anniversaires. On ne va pas trop traîner d'enchaîner les nouvelles, car les rassemblements pour le week-end, eh bien, je vous les donnerai demain. Je ferai un petit récap demain pour ne pas perdre trop de temps, car il y a énormément de nouvelles. Ah, et forcément, vous le voyez dans les titres, le roi à l'ONU, il a défoncé tout le monde. Le roi, bien sûr, j'entends le commandant Trump. Le nouveau roi, depuis la semaine dernière, il est allé à Buckingham, il est allé, voilà, tout simplement dans la calèche du roi. C'est lui le roi. Il est en train de défoncer tout. L'Octobre rouge, les amis, c'est inscrit dans la bannière. Eh bien, je pense que nous y sommes. Nous pensons tous que nous nous sommes trompés les autres années. L'Octobre rouge, c'est bien cette année. Donc, les amis, on n'a jamais été aussi proche de Noël cette année. Alors, oui, blackout. Blackout serait-il possible? En plus, c'est un post de notre frère Antoine, un post il a relayé, un post de Camille Moscow, que l'on embrasse, que l'on salue, un post qui nous dit blackout peut-être imminent? Point d'interrogation, blackout, bien sûr, qui sera associé à la finance, comme vous le savez. La BCE, l'habitude obsédée par le tout numérique de l'euro digital, conseille soudain aux Européens
de garder du cash à la maison, entre 70 et 100 euros par personne, histoire de tenir 72 heures en cas de gros pépins. Alors bon, c'est pas anodin si cette fois, c'est eux qui s'y mettent maintenant à nous dire prenez du cash, on ne sait jamais, ça va s'effondrer. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais été aussi proche de Noël cette année, les amis. Et oui, ma couille, président fantoche. Et oui, président fantoche, voilà à quoi ma couille fait penser. De toute façon, la France dans le gyrophare de la géopolitique internationale entre ma couille qui fait le con, qui se fait remarquer à New York, qui fait carrément, c'est du cinéma complètement, on le voit en train de préparer un soi-disant discours pour déclarer l'État palestinien dans l'avion. On voit très bien que c'est complètement une mise en scène hontée. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, vous l'avez certainement vu passer. En tout cas, nous allons donner la parole à Arnaud pour le zapping Covid, comme il le fait si bien. Macron se fait détruire par le journaliste Paul Amar, qui balance aussi des allusions très étranges. C'est pourquoi nous allons retrouver Arnaud. Et on se retrouve tout de suite après, bien sûr. Attendez pas. À tout de suite. Personne n'a craqué. Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Lundi 22 septembre, Emmanuel Macron a donc reconnu l'existence de l'État palestinien durant un discours prononcé aux Nations Unies. Mais pour le journaliste Paul Amar, tout cela n'a rien à voir avec un élan d'humanité sincère, bien au contraire. Alors on va déjà écouter une jolie petite diatribe de Paul Amar contre Manu. Je ne crois même pas à l'empathie d'Emmanuel Macron pour les Gazaouis, je vais vous dire. Même pas à l'empathie. Il n'a aucune capacité d'empathie avec quiconque. Oui. Avec quiconque. Et d'ailleurs, il est le chef de l'État français. S'il manifestait la moindre empathie à l'égard de quelqu'un, il aurait dû être ici en France pour l'anniversaire de la mort de Philippine. Il aurait dû être à Paris-Dauphine, à l'université, pour saluer la mémoire de Philippine. Il aurait reçu les filles de Boualem-Sansal. Il aurait répondu à leur lettre. Par exemple, il n'aurait pas traité de faits divers des actes d'une très grande violence commise par les OQTF. Pas un mot sur l'état de notre pays depuis quasiment un an, mais des discours et des discours et des discours et des voyages et des voyages et des voyages à n'en plus finir à travers le monde. C'est un président absent. C'est un président hors sol. C'est un président fantoche. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Monsieur Macron a obtenu la reconstruction de marchés au Liban, notamment la reconstruction du port, et l'a offerte à ses amis. Monsieur Macron a obtenu 60%, écoutez-moi bien, 60% de la reconstruction de la Syrie. C'est la raison pour laquelle Jolani, l'ancien terroriste devenu président, avait exigé d'être reçu par Macron. C'est la raison pour laquelle il a reçu à Paris tapis rouge. Et monsieur Macron essaye de faire la même chose maintenant à Gaza. Emmanuel Macron doit sa carrière au Rothschild. Son logiciel, c'est fusion-acquisition. Il n'a jamais perdu ce logiciel. Il est resté un businessman et là, il est en train de travailler pour ses propres amis. Je n'en dirai pas plus. Je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Mais ce n'était pas la partie la plus intéressante dans cette intervention. Paul Amar a également fait des sous-entendus très étranges, on va dire. Emmanuel Macron fait le beau, le shérif, c'est quasiment le western face à Poutine. Vous vous rendez compte la fermeté qui est la sienne face à un homme qui peut nous envoyer un missile quand même sur la France. Il ne dit rien face à l'Algérie. Boualem-Sansal, ce magnifique écrivain qui va peut-être mourir en prison, il ne fait rien pour le libérer. Posez-vous pour le coup la question. Pourquoi se tait-il ? Alors pourquoi ? Parce que l'Algérie fait pression sur lui. Parce que l'Algérie a les moyens de faire pression sur monsieur Macron. Quels moyens ? Allons, un bon mouvement parle. La population. Il suffit de lire Mark Underwood, qui est un grand journaliste d'investigation, qui a écrit dessus, et c'est très compliqué aujourd'hui d'en parler, on le sait. Soit vous le dites, soit vous le dites pas, mais vous faites pas les conversations entre vous dans lesquelles aujourd'hui, il y a des suspicions. Non mais arrêtez avec vous. Non mais il y a des suspicions qui ont été reléguées par Mark Underwood et par Ophi Investigation sur des questions de financement de campagne de 2017. Voilà. C'est une réalité aujourd'hui. Mais quel moyen de pression peut bien avoir l'Algérie sur Emmanuel Macron ? Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi.
Excusez-moi, voilà. Et oui. Donc voilà, plein d'allusions. Bien sûr, il y a cette étrange affaire. Pourquoi Boualem Sansal est toujours en prison là-bas? Cette histoire algérienne n'est pas claire. Alors maintenant, c'est certain, si l'Algérie a financé des campagnes électorales en 2016, il y a également l'affaire Brigitte Macron. Tout ça, ce sont des suppositions, mais en tout cas, c'est les révélations qui arrivent bon train, les amis. Entre Donald Trump qui tire à boulet portant à l'ONU, nous verrons ça tout à l'heure, car je vous suggère de regarder l'intégralité de l'intervention de Donald Trump à l'ONU. C'est important parce qu'on voit depuis que ça a eu lieu, depuis le 23, on voit petit bout par petit bout. Mais en réalité, moi, hier, je l'ai regardé intégralement et je pense que c'est important. Important d'ailleurs, même Daniel de Babel TV l'a suggéré ce matin, il est indispensable qu'on la regarde tous ensemble. Donc aussi, je suggère, en deuxième partie de la, nous allons aller très vite sur les nouvelles, hein, il n'y a pas grand chose comme nouvelle, hormis que celle-là, c'est la nouvelle du siècle, c'est l'intervention la plus importante depuis ce 21e siècle d'un président, surtout notre président, Donald J. Trump, au siège de l'ONU. Donc nous allons regarder toute l'intégralité de cette intervention tout à l'heure, tous ensemble. Pascal Praud, oui, donc comme vous l'avez vu, hein, donc la France, apparemment entre l'affaire Macron ici et avec Boualem Sansal, l'Algérie, ce qui s'est passé à New York, avec le fait qu'il est bloqué par le cortège, il n'y a pas eu que lui. Vous l'avez tous vu, il a été complètement bloqué sur le trottoir, impossible de bouger. Il y a cette soi-disant mise en scène où il téléphone à Donald Trump. C'est de la grande mise en scène. Mais il y a également Erdogan qui a eu la même blague sur le trottoir là-bas à New York. Vous voyez, c'est pas anodin tout ça, c'est énorme. Tous les jours, il se passe un truc, mais énorme. Bon adjudant. On est bien, on est très bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vient d'arriver? Eh bien, la condamnation de Nicolas Sarkozy. Eh bien, on va en parler tout à l'heure. Et d'ici là, très vite, Pascal Praud, dans son édito de la journée, l'édito de Pascal Praud, les Français sont très majoritairement favorables à un référendum sur l'immigration. Tout arrive également en même temps. Car là-bas, Trump l'a déclaré également que l'Europe est complètement attaquée par l'immigration illégale. Il prévient l'Europe qu'elle doit faire ce qu'il faut pour sa souveraineté, pour se sauver elle-même. Et c'est un des points qu'il révèle également à l'ONU. Et bizarrement, en début de semaine, vous l'avez vu, nous, il y a à peu près une dizaine de jours, la rentrée a été basée sur le fait de l'immigration avec le référendum sur l'immigration de Philippe de Villiers et également ici, aujourd'hui, l'édito de Pascal Praud parle de ça. Les Français sont très majoritairement favorables à un référendum sur l'immigration. Nous allons regarder ça ensemble. L'édito de Pascal Praud, c'était ce matin. Le voilà, le voici et à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur CNews jusqu'à 10h30. Les Français sont très majoritairement favorables à un référendum sur l'immigration. Ils le disent dans un dernier sondage du CSA à hauteur de 72%. 64% disent aussi qu'ils sont opposés à l'arrivée de nouveaux immigrés en France. Philippe de Villiers a lancé une pétition le 7 septembre pour que les Français soient interrogés sur ce thème majeur. Cette pétition est un succès, près de 2 millions de personnes ont déjà signé. Malgré cela, l'espace médiatique et notamment journalistique n'a de cesse de nier cette volonté du plus grand nombre. L'immigration est une chance pour la France, reste la ligne des porte-paroles du politiquement correct. Ils le disent, le bien et le mal, généralement à l'ombre des beaux quartiers, le plus souvent jamais confrontés aux difficultés que produit une immigration massive. Il est aussi nécessaire d'attaquer la pétition dans sa forme. Elle ne répondrait pas aux normes classiques. On pourrait signer plusieurs fois, par exemple. Le journal de France 2, la semaine passée, a fait un sujet dans le 20h et présenté les choses ainsi. On vous raconte l'histoire d'un emballement bien orchestré. Pourquoi tous ces gens ont-ils si peur que le peuple s'exprime? Pourquoi ces biais? Sinon parce qu'ils savent qu'un référendum mettrait à plat l'idéologie qu'ils défendent comme des moutons de Panurge, à défaut d'être des esprits convaincus. Il y a eu 10 référendums sous la Ve République. 5
initié par le général de Gaulle. Le dernier remonte à 2005 et on sait comment le vote des Français fut oublié. Et si on donnait la parole au peuple? Philippe de Villiers ne demande pas autre chose. Voilà, oui, Philippe de Villiers ne demande pas autre chose, ainsi que les Français à 72%, vous l'aurez compris. Alors, ce référendum arrive toujours, et tout arrive réellement en même temps. Tout ce qui se passe là, ici, en France, avec ce que nous allons voir bientôt, nous allons voir Nicolas Sarkozy aujourd'hui condamné. Alors, excusez-moi, mais là, pour le coup, ça a l'air d'être une condamnation exemplaire pour mettre en lumière, d'après à mon sens, pour mettre en lumière, c'est pratiquement un problème d'état de droit, pour mettre en lumière le problème de la justice française, pour mettre en lumière la corruption française, pour mettre en lumière le problème, parce que si c'est là maintenant Nicolas Sarkozy, apparemment, ça va l'être également pour Macron, c'est pour mettre en lumière mondiale le problème de la corruption de la justice française, la corruption de l'État français, la corruption de la politique française. C'est un procès, à mon humble avis, qui a l'air d'être exemplaire. En tout cas, un procès politique, c'est certain. Et tout tombe. De toute façon, Sarkozy, on le sait, il n'est pas blanc, hein, il n'est pas blanc du tout. Il est loin d'être blanc. Procès du financement libyen que nous voyons ici, condamné à 5 ans de prison. Nicolas Sarkozy convoqué le 13 octobre pour fixer sa date d'incarcération. Alors bien sûr, il a dit comme quoi il ferait appel, mais que lui reproche-t-on? Comme le dit Florian Philippot, 5 ans de prison, exécution provisoire et mandat de dépôt différé. Ça vient de tomber. Certains s'apitoieront sur son sort. Alors, rappelons que Sarkozy, c'est la haute trahison permanente. Souvenez-vous de l'affaire en Libye. Donc, 5 ans qu'il ne fera pas entièrement, c'est bien modéré car on parle de l'honneur, de la souveraineté, de la sécurité, de la grandeur de la France et du peuple français. On parle de ses devoirs constitutionnels. Sarkozy, c'est notamment la trahison du traité de Lisbonne contre un référendum, tiens, comme par hasard, la guerre de Libye avec ses effets désastreux, on subodore quand même, nous le savons dans les coulisses qu'il a à voir avec la mort de Kadhafi, souvenez-vous-en, on le sait, le retour dans le commandement intégré de l'OTAN, la vente de 600 tonnes d'or de la France bradée, la France piétinée, oui, la France piétinée, c'est clair et net, comme de l'eau de roche. Il y a une affaire également scabreuse, c'est qu'à la sortie du tribunal, sa charmante épouse, loin d'être Mélania, bien sûr, mais celle-ci c'est Carla, elle va arracher tout bonnement le pompon du Mediapark. Elle arrache le pompon en guise de protestation. C'est également montré du doigt le problème de la corruption, on pourrait l'interpréter comme ça, le problème de la corruption médiatique, le problème de la corruption judiciaire, le problème de la corruption politique. C'est un procès qui démontre le dysfonctionnement, plus exactement, du système français. Et ça, je pense que ce procès, il fallait qu'il soit condamné pour pouvoir être président. Il va faire appel, c'est certain. On verra, il est convoqué le 13 octobre normalement pourra entendre sa peine quand il sera emprisonné. Il ne fera pas la prison, j'en suis certain, mais quoique, quand bien même il était indispensable qu'il soit condamné. C'est logique, il ne pouvait pas sortir blanchi de cette histoire. Ça fait combien de temps maintenant qu'il a ce bracelet électronique? Eh bien, ça fait un bail. Ça fait un sacré bail qu'il a ce bracelet électronique. Donc, pourquoi maintenant ça tombe là, maintenant, alors que Trump vient à l'ONU de cadenasser tout le monde? C'est ce qu'il a fait.
Entre la semaine dernière, où il n'y a même pas 5 jours, ou à peine, où il est à Buckingham en tant que roi, il va dans la calèche de la royauté, il passe devant le roi, etc. Nous le savons, c'est le roi, il est venu montrer qu'il était le roi, qu'il était le chef à Buckingham. Et tout de suite derrière ça, il va à l'ONU, il rafle tout le monde, il fait le gendarme, tout le monde est sur son cul, personne ne moufte. Et puis ici, là maintenant, ça y est, Sarkozy condamné. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Serait-ce octobre rouge? Eh bien, les amis, on n'en est pas loin. Il n'y a pas loin de la coupe aux lèvres. Parce que regardez ici. À la Maison-Blanche, tous les présidents, voilà Bush, Obama, le premier mandat Trump, et ici au milieu, on voit un stylo pour remplacer le président Biden. Donc, un autopen pour le mandat de Biden. Bon, nous savons pourquoi. Mais là, maintenant, le monde entier s'interroge. Nous savons, c'est le 3e mandat de Trump. On sait que c'était les révélations durant le mandat de Biden. Donc, depuis 2021 jusqu'à 2025, donc depuis le 21 janvier 2021, le 21 janvier 2025, c'est tout simplement ce qu'on vous a toujours dit, le président fantoche Biden qui était qu'une signature pour drainer le marais, pour révéler tout ce que nous voyons depuis 4 ans. Mais en réalité, les amis, et ça j'en suis convaincu, nous regardons un film, et comme je le mets dans la bannière, si nous regardons un film, cela veut dire que le tournage est terminé. Je suis bien convaincu que tout cela n'est que les révélations. Donc, quand on dit révélation, que l'on attend les révélations, je vous le dis depuis 3 ans et demi maintenant que je suis à l'antenne, je vous le dis, les révélations, c'est ce que l'on voit. C'est ce que l'on voit là maintenant. Il ne faut pas s'attendre à autre chose. Tout ce qui va arriver derrière, c'est peut-être le BS, mais sans plus. Vous comprenez? Vous avez compris le coup? Allez, on avance avec l'affaire Clinton. En plus, Clinton, regardez, Trump, à l'ONU, c'est pourquoi nous allons regarder, il a dénoncé une attaque envers la chrétienté. Et que vient faire maintenant Hillary Clinton, enfin plutôt la comédienne qui la remplace? Hillary Clinton veut un monde anti-blanc et anti-chrétien. Bien donc. Ah bon? Oui. Vidéo traduite, sous-titrée en français par Jocelyne de Traduction que l'on remercie. Nous allons l'écouter. Hop, top. Nous allons écouter la fausse Hillary Clinton. C'est important, la fausse. C'est important le point .fr. Oui, c'est important, la fausse Clinton. On écoute ensemble. Nous n'avons pas encore atteint l'union parfaite. Nous avons mené une guerre civile pour une partie de celle-ci. Et les gens protestent depuis des centaines d'années parce que les choses ne sont pas telles qu'elles devraient être, selon nos idéaux et la manière dont nous devrions évoluer vers ceux-ci. Je pense que c'est ce qui rend notre pays si spécial. Et l'idée que l'on pourrait remonter le temps et essayer de recréer un monde qui n'a jamais été dominé par, vous savez, disons que les hommes blancs d'une certaine conviction, d'une certaine religion, d'un certain point de vue, d'une certaine idéologie, cela nuit tellement à ce vers quoi nous devrions tendre. Et nous étions sur la voie pour y parvenir, certes de manière imparfaite, avec beaucoup d'embûches, mais je suis d'accord avec vous, nous étions sur la bonne trajectoire. C'est incroyable. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Les blancs empêchent de tourner en rond, ainsi que les chrétiens. C'est la meilleure de l'année. Alors que le président syrien, oui, vous êtes nombreux à souhaiter l'anniversaire de Solange. Je voulais le garder en surprise pour demain, car l'anniversaire de Solange Kutita est demain. Alors, on t'embrasse déjà, comme il y en a énormément dans les commentaires qui veulent. Je voudrais pas qu'on pense que j'oublie la maman d'Antoine, bien évidemment, notre petite Solange que l'on embrasse très très fort, mais toi, ma petite Solange, c'est demain. Voilà, c'est pourquoi j'ai te gardé demain, puisque demain, je suis encore à l'antenne et que je reçois Christophe. OK? On a compris? T'as compris le coup? Allez. Le Vax
cure provoque l'autisme. Ça y est, ça vient de sortir. Nous, on le savait, bien évidemment. Mais là, cette fois, ça y est, c'est clair et net, les amis. On peut le dire, donc d'autant qu'il y a 15 jours, Trump avait déclaré tous les vaccins, je dis bien tous, sans exception, sont mauvais et provoquent l'autisme. Ici, il pointe du doigt les enfants pour les enfants, mais sinon, il l'avait déjà déclaré là, il y a une dizaine de jours. Donc, on doit que faire à part retenir que la vaccination, toute confondue, pas uniquement celle du Covid, mais toute la vaccination est néfaste et mauvaise. Okay. Donc, un vieux tweet déterré de Tylenol datant de 2017, nous dit Black Bond, indique qu'il recommande de ne pas utiliser leurs produits pendant la grossesse. Eh bien, maintenant, il y a des femmes qui sont gauchistes à mort, bien évidemment, qui râlent et qui se mettent devant la caméra. Michel, attends, je vais agrandir un petit peu, voilà. Michel, vu médecin spécialiste en fertilité à New York, se vante de prendre du Tylenol pendant sa grossesse malgré une conclusion de la FDA liant ce médicament à l'autisme. N'importe quoi. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Le FBI, maintenant, ça détonne, ça dépote, et boum, badaboum. Et oui, l'ancien directeur du FBI, James Comey, devrait être inculpé dans les prochains jours. Alors, les amis, on n'est pas bien là? On n'est pas bien, on est très, très bien. Je vais très vite parce que j'aimerais vraiment qu'on prenne du temps sur ce qui est capital. Ce qui est capital par rapport au plan, c'est ce qui s'est passé à l'ONU. Hormis, bien évidemment, la déclaration de l'État palestinien de Macron, qui n'est jamais qu'une fumisterie, une mascarade, faisant partie du plan, bien sûr, parce qu'il ne fallait surtout pas faire ça. Déclarer l'État palestinien, ça va attiser le Hamas, ce que Trump il veut là maintenant en s'associant à Netanyahou, qui Netanyahou maintenant est en train de faire le malin en disant qu'il contrôle Trump ainsi que l'Occident. C'est n'importe quoi, mais c'est l'art de la guerre, ne l'oublions pas. Antoine vous l'a dit, début de semaine, la semaine dernière, ne faites plus attention aux nouvelles si vous n'avez pas l'intuition du plan parce que vous allez perdre votre latin. Les bons vont devenir les mauvais vont devenir les bons. Donc cette affaire palestinienne, ça en fait également partie. On pourrait croire que c'est bien de déclarer l'État palestinien en face. Alors, mais non, ça va les attiser dans la guerre, ainsi que le Hamas. On sait que le Hamas est la création d'Israël, forcément. Donc là, maintenant, il faut que Israël détruise son bébé, son poulain, lui dit, ça y est, c'est terminé, tu as fini de jouer. On a fini le game, parce qu'ils jouent tous pour le game, pour la paix au Moyen-Orient. Donc, il ne faut surtout pas déclarer l'État palestinien maintenant. Il faut d'abord mettre fin au conflit avant de déclarer l'État palestinien. Et ça, Poutine l'a dit. Mais ça, il y a déjà au moins 2-3 mois. C'est très compliqué tout ça, mais on a juste une chose à faire, c'est observer. Ok ? Allez, l'ONU, que s'est-il passé à l'ONU ? Alors, depuis la tribune de l'ONU, Trump passe le monde à la sulfateuse. Dans son discours, donc il arrive, donc vous avez bien compris, la semaine dernière, il est à Buckingham en tant que roi, là maintenant il arrive à l'ONU en tant que roi. On a tous vu ce qui s'est passé avec l'escalateur, avec le prompteur en panne. Là, maintenant, il va y avoir des enquêtes que nous verrons tout à l'heure, des enquêtes pour, bien évidemment, c'est une attaque pour le faire chuter. Mais encore une fois, ça aussi, c'est le film. C'est tout simplement pour faire voir au monde entier qu'on veut l'anéantir, qu'on veut le faire taire. Le prompteur ne va pas, croyant qu'il ne va pas pouvoir s'en sortir, mais il a tout là dans la tête. Donc, Papa Trump, eh bien, il passe au-dessus de ses problèmes de prompteur. D'ici que ça soit préparé, que ça soit voulu, il n'y a pas loin de la coupe aux lèvres non plus. Depuis la tribune de l'ONU, le monde passe à la sulfateuse. Dans un discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président américain a flingué tous azimuts. L'ONU, l'Europe, la lutte contre le dérèglement climatique, les migrants. Soutenez-vous sa position? Mais bien évidemment que oui. Moi, en tout cas, je la soutiens. Florian Philippot nous dit Trump envoie du lourd, ça va rager les escrologistes. Un rappel de quelques faits. Dans les années 20
1920, 1930, certains disaient que le refroidissement climatique allait tuer la planète. Eh ben non, que nenni. En 1982, le programme des Nations Unies pour l'environnement parlait de l'équivalent d'une apocalypse nucléaire pour l'an 2000. Que nenni. En 1999, on disait que des pays allaient disparaître d'ici 20 ans. Que nenni. Voilà. Ils ont même fait le coup en 2012 avec Nostradamus. On a vu tous des gens investir dans des abris antinucléaires, souvenez-vous. Le catastrophisme climatique pour imposer taxes éoliennes et restrictions de liberté, ça suffit. Bien sûr que oui, ça suffit. Personne ne parle de ça, les fake news n'écrivent pas sur ce sujet. Trump expose aux yeux du monde entier le trafic d'enfants à la tribune de l'ONU. Et ouais, vous allez voir ça, vous allez voir. Si vous n'avez pas regardé la vidéo complète, on va la regarder ensemble. Je ne pense pas que les gens réalisent l'ampleur. C'est pourquoi on va prendre du temps de la regarder, parce que je suis persuadé que vous n'avez pas pris le temps de la regarder, c'est logique. Mais là, comme vous avez votre rendez-vous avec l'Alliance humaine ici ce soir avec l'Alliance des Briefs, eh ben on a le temps de regarder ensemble cette vidéo qui est capitale, car chaque mot, c'est un missile, c'est incroyable. Je ne pense pas que les gens réalisent l'ampleur bouleversante de ce qui vient de se passer, écrit Mac Lieber. Non, je ne pense pas non plus, Mag. Trump vient de se lever devant l'Assemblée générale des Nations unies et leur a dit en face qu'il devait cesser de fabriquer des armes biologiques. Donc, les enfants, la pédocriminalité, l'assassinat d'enfants, également chez les migrants, vous allez voir dans la vidéo complète, vous allez voir, c'est affolant. Moi, je faisais des yeux comme ça en écoutant cette vidéo hier matin. Donald Trump vient de réaliser le plus grand discours de l'histoire. Beaucoup de gens, par manque d'information ou d'objectivité, ne se rendent pas compte, nous dit également Black Bond, à 99,99%, les dirigeants politiques n'oseraient pas dire le dixième de ce qu'il vient de balancer. À part Poutine, Ibrahim Traoré et Naïb Bukele, ça c'est certain, j'adore beaucoup. Allez, on va regarder tout de suite cette vidéo. Voilà, j'ai fait en gros, vite et rapidement, le gros de l'actualité du jour. C'était bien évidemment l'inculpation et la condamnation de Nicolas Sarkozy, mais non, à mon avis, il y a un procès qui se veut exemplaire d'un président français. Donc c'est mettre la France carrément sur l'échafaud à l'échelle mondiale. Ok, allez, on regarde cette intervention, elle est traduite en français, donc ce n'est pas, il faut pas lire, c'est le direct qui est passé sur toutes les chaînes, même mainstream, mais qui était traduite dans son intégralité. Franchement, ça vaut le coup qu'on la regarde entièrement ensemble. Allez, on regarde ça ensemble et je te dis à tout à l'heure. Bon visionnage. Le président américain qui va prendre la parole, on l'écoute en direct sur LCI. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'apprécie votre accueil. Et ça ne me dérange pas de faire ce discours sans un prompteur, parce que le prompteur ne fonctionne pas. Je suis très heureux d'être ici parmi vous, néanmoins, et je vais pouvoir parler plus sincèrement, avec le cœur, mais je peux vous dire que la personne qui est responsable du prompteur va avoir des ennuis. Hello, Madam First Lady. Bonjour, mon épouse. Merci à tous. Merci d'être présents. Madam President, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Madame la Première Dame des États-Unis, chers délégués, chers ambassadeurs, dirigeants mondiaux, ça fait, lors de ma précédente adresse,
Dans cette assemblée, je m'adressais à un monde en paix et un monde prospère durant mon premier mandat. Depuis, cette paix a été violée, cette paix que j'avais forgée sur 2 continents. Une ère de calme et de stabilité a laissé la place à l'une des plus grandes crises de notre temps. Et ici, aux États-Unis, on a eu 4 années de faiblesse et de radicalisme politique sous la précédente administration. Ce qui a mené notre pays de désastre en désastre. Il y a un an, notre pays faisait face à de sérieux problèmes, mais grâce à mon administration, notre pays est de nouveau sur le devant de la scène et il n'y a aucun autre pays qui arrive à notre hauteur. Les États-Unis ont l'économie la plus forte, les frontières les plus fortes, l'armée la plus forte, les amitiés les plus fortes et l'esprit le plus fort de tous les pays du monde. Nous sommes dans l'âge d'or des États-Unis. Nous sommes en train d'inverser la tendance sur la situation économique calamiteuse que nous avait laissée l'administration précédente avec une inflation record, une inflation qu'on n'avait jamais connue auparavant. Sous ma présidence, les coûts de l'énergie ont baissé, les prix du pétrole ont baissé, les prix dans les supermarchés ont baissé et nous avons vaincu l'inflation. Tout ce qui monte, c'est la bourse qui a atteint de nouveaux records, qui a battu 48 records ces derniers temps. L'industrie est en pleine explosion. La bourse, comme je l'ai déjà dit, se porte mieux que jamais et vous tous dans cette pièce, vous en bénéficiez, presque tous ici présents. Et les salaires des travailleurs sont en train de progresser au rythme le plus élevé de ces 60 dernières années. En 4 ans, le président Biden a réalisé moins de 1 000 milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Dans les 6 derniers mois de ma présidence, nous avons eu des engagements à hauteur de 17 000 milliards. Réfléchissez-y. En 4 ans, moins de 1 000 milliards et en moins de 6 mois, j'ai fait plus que 17. Ces investissements arrivent aux États-Unis, ils arrivent de partout dans le monde. Nous avons mis en place les plus grandes baisses d'impôts de l'histoire des États-Unis et le plus grand processus de déréglementation de l'histoire des États-Unis, ce qui fait de nous, une fois de plus, le meilleur pays au monde pour faire des affaires. Et nombre d'entre vous dans cette pièce investissaient aux États-Unis et on a prouvé au cours des 8 derniers mois que c'était un excellent investissement. Durant mon premier mandat, j'ai bâti la plus belle économie au monde, la plus belle économie de l'histoire du monde, et je le refais. Mais cette fois-ci, l'économie sera encore plus belle, encore plus grande. Les chiffres surpassent les records que j'avais établis lors de mon premier mandat. À notre frontière sud, nous avons repoussé une invasion colossale et lors des 4 derniers mois consécutifs, le nombre d'étrangers entrant de manière illégale dans notre pays a été 0. C'est difficile à croire parce que si vous regardez la situation d'il y a un peu plus d'1 an, c'était des millions et des millions de personnes qui rentraient illégalement, des personnes qui venaient de prisons, d'asile, des trafiquants de drogue qui rentraient dans notre pays avec cette politique ridicule de l'administration Biden, cette politique de frontières ouvertes. Notre message est très simple, si vous entrez illégalement aux États-Unis, vous allez en prison ou vous allez retourner là d'où vous venez, ou vous serez peut-être envoyé encore plus loin. Vous savez ce que ça veut dire. Je veux remercier le pays d'El Salvador pour le travail très professionnel qu'ils ont fait lorsqu'il s'agissait de récupérer les immigrés illégaux et de les mettre en prison. Et c'est sous l'administration précédente que les nombres ont brisé tous les records. Et tous ces immigrés illégaux sont en train d'être reconduits à la frontière. Les autres pays n'ont pas le choix non plus, car ils sont tous dans la même situation avec l'immigration.
L'immigration détruit vos pays et vous devez agir. Sur la scène mondiale, les États-Unis sont respectés comme jamais auparavant. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, ou même il y a 1 an, on se moquait de nous partout dans le monde. Au sommet de l'OTAN, en juin, tous les membres de l'OTAN se sont engagés de manière formelle à augmenter leurs dépenses dans la défense pour passer à 4 ou 5% du PIB, renforçant notre alliance. En mai, je suis allé au Moyen-Orient. Je suis allé rendre visite à nos amis pour reconstruire nos partenariats dans le Golfe, pour renforcer nos relations précieuses avec les pays du Golfe, le Qatar notamment. J'y crois plus que jamais. Mon administration a négocié accord commercial après accord commercial historique avec le Japon, la Corée du Sud, le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines, la Malaisie et d'autres pays. Au cours des 7 derniers mois, j'ai mis fin à 7 guerres dont on disait qu'elles ne pouvaient prendre fin, que c'était des guerres sans fin. C'était des guerres qui duraient, 2 de ces guerres duraient depuis plus de 30 ans. Une a duré 36 ans et l'autre a duré 28 ans. J'ai mis fin à 7 guerres. Et dans tous les cas, c'était des guerres qui faisaient rage avec des milliers de personnes qui se faisaient tuer. On parle là du Cambodge, de la Thaïlande, du Kosovo, de la Serbie, du Congo, du Rwanda, un conflit vraiment féroce et violent, le Pakistan et l'Inde, Israël et l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, et l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Aucun président, aucun premier ministre et aucun autre pays n'a jamais réussi à accomplir quelque chose de similaire. Et je l'ai fait en 7 mois. Ça ne s'est jamais produit auparavant. Il n'y a rien eu de semblable. C'était très improbable de réussir à faire cela. C'était dommage que j'ai dû le faire alors que c'était le travail des États-Unis. Dans de nombreux cas, les Nations Unies n'ont même pas tenté d'aider à la résolution du conflit. J'ai mis fin à 7 guerres, j'ai parlé aux dirigeants de chacun de ces pays et je n'ai jamais reçu d'appel des Nations Unies qui proposait de m'aider à finaliser ces accords. Tout ce que j'ai reçu des Nations Unies, c'était un escalator qui s'est arrêté, qui est tombé en panne lorsque j'étais au milieu. Si la première dame n'était pas très en forme, elle serait tombée. Mais elle est très en forme, nous sommes tous les deux très en forme. Et ensuite, j'ai eu droit à un prompteur qui ne fonctionnait pas. Voilà tout ce que j'ai eu des Nations Unies, un escalator en panne et un prompteur en panne. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, maintenant, il fonctionne enfin. Il vient juste de s'allumer. Merci beaucoup. Je pense que je devrais continuer comme je le fais actuellement. C'est plus simple. Merci beaucoup. Je n'y pensais pas à l'époque car j'étais trop occupé à sauver des millions de vies en mettant fin à ces guerres. Mais plus tard, j'ai réalisé que les Nations Unies n'étaient pas au rendez-vous. Ils n'étaient pas là pour nous soutenir. Je n'y ai pas réfléchi sur le moment, mais je me le suis dit après. Je n'y ai pas pensé pendant ces négociations qui étaient difficiles. Et donc, je me pose la question, quel est l'objet des Nations Unies ? Il y a tant de potentiel. L'organisation a tant de potentiel, mais elle ne réalise absolument pas ce potentiel. En tout cas, pour le moment, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent des discours et ensuite, ils n'agissent pas. Ce sont des paroles vides et les paroles vides ne résolvent pas les guerres. Tout ce qui résout, tout ce qui permet de mettre fin aux guerres, c'est l'action. Précédemment, un peu plus tôt dans l'année, nous avons négocié les accords d'Abraham, des accords très importants. Notre pays n'a pas été félicité pour cela. Tout le monde dit que je devrais obtenir le prix Nobel de la paix pour chacune de ces réalisations. Mais pour moi, la vraie récompense, ce sera les fils et les filles qui pourront
grandir avec leurs parents parce que des milliers de personnes ne sont plus tuées dans des guerres aussi inutiles qu'infâmes. Nous avons sauvé des milliers et des milliers de vies en mettant fin à ces 7 guerres et nous travaillons aussi sur la fin d'autres conflits. Il y a de nombreuses années, un promoteur immobilier à succès à New York qui s'appelait Donald J. Trump. Moi, j'ai fait une offre sur la rénovation de ce bâtiment des Nations Unies. Reconstruire tout cela pour 500 millions de dollars, c'est ce que j'ai proposé. Je vous parlais des sols que j'allais refaire pour vous. Je vous disais que vous alliez avoir le meilleur du meilleur. Je vous proposais des murs en bois, ils vous ont donné du plastique. Et en fait, ils ont choisi une autre offre, une offre qui était beaucoup plus chère à l'époque pour un produit inférieur. Et j'ai compris qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient lorsqu'il s'agissait de construction. Ils ne comprenaient rien au concept et les produits qu'ils proposaient de réaliser allaient leur coûter une fortune, avec des surcoûts évidemment. Et bien sûr, j'avais raison. Il y a eu des surcoûts massifs. Ils ont dépensé 2 à 4 milliards sur le bâtiment et ils n'ont même pas eu les sols en marbre que moi je proposais dans mon offre. Et maintenant, vous savez très bien sur quel sort de sol vous êtes en train de marcher. En ce qui me concerne, quand je regarde ce bâtiment, quand je vois que les escalators sont en panne, et ils n'ont même pas terminé le travail qu'ils étaient censés faire il y a des années. Le projet était tellement corrompu que le Congrès m'a demandé de témoigner devant eux sur l'immense gâchis parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Mais ils estimaient le gâchis à 2 à 4 milliards plutôt que 500 millions avec une garantie de résultat. Malheureusement, beaucoup de choses aux Nations Unies fonctionnent de la même manière, mais à une échelle bien plus importante. C'est très triste à voir. On peut se demander si les Nations Unies sont encore capables de jouer un rôle productif. Je suis ici pour vous proposer l'amitié et le leadership des États-Unis pour que nous puissions forger un monde plus prospère, un monde de sécurité. Et c'est un monde où tout le monde sera bien plus heureux. Un avenir bien meilleur est à notre portée, mais pour y arriver, nous devons rejeter les mauvaises approches du passé et travailler ensemble pour faire face à certaines des plus grandes menaces de notre histoire. Il n'y a pas de danger qui nous guette plus aujourd'hui que les armes destructrices que nous avons à notre disposition. Les États-Unis en ont beaucoup, comme vous le savez. J'ai fait de la lutte contre ces menaces une priorité pour notre nation, en commençant par notre combat contre l'Iran. Ma position est très simple. Le premier sponsor des actions terroristes au monde n'a pas le droit d'avoir accès aux armes les plus destructrices de l'humanité. C'est pour ça que j'ai appelé leur soi-disant dirigeant suprême pour lui offrir généreusement une coopération totale en échange de la suspension du programme nucléaire iranien. La réponse du régime a été de continuer à menacer leurs voisins et menacer les intérêts américains dans la région. Et il y a de grands pays dans leur voisinage. Aujourd'hui, les anciens commandants militaires de l'Iran, presque tous, sont morts. Et il y a 3 mois, il y a eu l'opération Marteau de minuit. 7 bombardiers B-2 américains ont lâché des bombes de 13 000 livres sur les installations nucléaires iraniennes, oblitérant totalement ces installations. Aucun autre pays au monde n'aurait pu conduire ces frappes. Personne d'autre n'a ces équipements. Nous avons les meilleures armes au monde. Nous détestons les utiliser. Mais nous avons fait quelque chose que les gens ont voulu faire pendant 22 ans. Les capacités d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été détruites et donc j'ai mis fin à la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël.
et les deux pays sont tombés d'accord pour ne plus combattre. Comme vous le savez tous, nous sommes engagés pour établir un cessez-le-feu à Gaza. Il faut que ce cessez-le-feu ait lieu. Malheureusement, le Hamas a rejeté des offres raisonnables, des offres de paix raisonnables. Nous ne pouvons oublier, occulter le 7 octobre. Et maintenant, comme pour encourager le conflit, certaines des parties veulent reconnaître l'État palestinien de manière unilatérale. Ce serait récompenser le Hamas pour ses atrocités, ce serait les récompenser pour les actes horribles qu'ils ont commis. Ils refusent de cesser le feu, ils refusent de libérer les otages depuis le 7 octobre. Au lieu de donner au Hamas et de leur donner tant, car ils ont pris tant, ça aurait pu être résolu il y a si longtemps. Mais au lieu d'accepter les demandes de rançon du Hamas, ceux qui veulent la paix devaient être unis avec un seul message: relâcher les otages maintenant, relâcher les otages tout de suite. Merci. Nous nous sommes rassemblés et nous allons réussir à mettre fin à la guerre à Gaza. Nous devons y mettre fin. On doit réussir. Nous devons négocier immédiatement la paix. Il faut qu'on récupère les otages. On veut les 20 otages qui restent. On n'en veut pas 2 ou 4. Comme vous le savez, avec Steve Witkoff et d'autres, Marco Rubio, nous avons réussi à faire libérer la plupart des otages. Nous étions impliqués dans la libération de tous les otages, mais je vous ai toujours dit, j'ai toujours dit, les 20 derniers, ça serait les plus difficiles et c'est ce qui se produit. Nous devons récupérer ces otages. Tout de suite, on ne veut pas les récupérer 2 par 2, 3 par 3. Non, on veut récupérer tous les otages et on veut aussi récupérer les 38 cadavres. Les parents sont venus me voir et ils m'ont dit qu'ils voulaient récupérer les dépouilles des membres de leur famille. Ils les veulent comme s'ils étaient en vie. Ils veulent récupérer leurs fils et leurs filles comme s'ils étaient toujours en vie. J'ai aussi travaillé sans relâche pour mettre fin à la tuerie en Ukraine. Sur les 7 guerres auxquelles j'ai mis fin, je pensais que ça serait la plus facile en raison de ma relation avec le président Poutine, qui a toujours été une bonne relation. J'ai toujours pensé que ça allait être ce qu'il y a de plus facile, mais vous savez, dans la guerre, c'est toujours imprévisible. Il y a toujours beaucoup de surprises, des bonnes et des mauvaises surprises. Tout le monde pensait que la Russie allait emporter cette guerre en 3 jours. Mais ça ne s'est pas passé comme cela. Ça devait être une petite escarmouche rapide. Et malheureusement, c'est un spectacle humiliant pour la Russie. Quoi qu'il se passe, à l'avenir, c'est quelque chose qui aurait dû se régler en quelques jours, moins d'une semaine. Et ça fait 3 ans et demi qu'ils se battent. Et ils tuent 5 à 7 000 jeunes soldats, essentiellement des soldats des deux côtés, chaque semaine, de 5 à 7 000 jeunes qui meurent par semaine. Dans certaines villes, des chiffres moins élevés où il y a eu des tirs de missiles, où il y a eu des attaques de drones. Cette guerre n'aurait jamais commencé si j'avais été président. C'est une guerre qui n'aurait jamais dû se produire. Ça vous montre ce que c'est que d'être un meneur et ce qu'un mauvais président peut faire à un pays. Regardez ce qui est arrivé aux États-Unis. Regardez où nous sommes aujourd'hui avec en un laps de temps très court. La seule question, c'est combien de gens mourront inutilement des deux côtés. La Chine et l'Inde sont les principaux financiers de la guerre actuelle en continuant à acheter du pétrole russe, mais même les pays de l'OTAN, de manière inexcusable, n'ont pas abandonné les achats énergétiques aux Russes. J'ai découvert cela il y a 2 semaines et je n'étais pas content. Réfléchissez-y, ils financent une guerre contre eux-mêmes. C'est impensable. Si la Russie n'est pas prête à faire un accord pour mettre fin à la guerre, les États-Unis sont prêts à imposer un régime de taxes douanières extrêmement importantes. Je pense qu'elles mettront fin à cette guerre très rapidement, mais pour cela, les nations européennes, et vous êtes toutes réunies ici, devraient adopter ces mêmes mesures avec nous.
Nous avons un océan entre nous et les Russes. Vous êtes juste à côté d'eux. Et la Russie doit agir de manière plus forte. Ils achètent du gaz et du pétrole à la Russie pendant qu'ils combattent la Russie. C'est honteux pour eux. Et c'était très honteux pour eux lorsque je l'ai découvert, je peux vous le dire. Ils doivent immédiatement mettre fin à tout achat énergétique auprès de la Russie. Sinon, nous perdons tous beaucoup de temps. Donc, je suis prêt à en discuter. On va en discuter aujourd'hui avec les nations européennes qui sont toutes réunies ici. Je suis sûr qu'ils sont ravis que j'aborde le sujet, mais c'est ainsi. J'aime dire les choses clairement. Nous voulons mettre fin à la menace d'armes dangereuses et j'en appelle à chaque nation pour nous rejoindre pour mettre fin au développement d'armes biologiques. Les armes biologiques, c'est horrible. Le nucléaire, c'est encore pire et nous incluons le nucléaire en cela. Nous voulons mettre fin au développement d'armes nucléaires. Nous le savons. On me propose toujours le développement d'armes qui sont tellement puissantes, mais on ne peut jamais s'en servir. Si on les utilisait, ça pourrait mettre fin au monde entier. Il n'y aurait plus de Nations Unies pour en parler. Il n'y aurait plus rien. Il y a quelques années, des expériences qui ont été faites dans des pays étrangers nous ont donné une pandémie mondiale. Pourtant, des pays continuent à faire des recherches extrêmement risquées dans des armes biologiques, des pathogènes faits par l'homme. C'est une entreprise extrêmement dangereuse pour mettre fin à des désastres potentiels. J'annonce aujourd'hui que mon administration lancera une campagne pour créer une convention contre les armes biologiques et nous mettrons en place un système de vérification par intelligence artificielle auquel tout le monde peut faire confiance. J'espère que les... Vous rendez-vous compte, là, il vient de carrément révéler, il dénonce tout, hein. Il faut faire très attention. Je reprends la main un petit peu pour vous dire, écoutez bien, plutôt, soyez très concentrés. Il balance tout. Là, il vient de balancer les laboratoires biologiques, les pandémies biologiques qui viennent d'être faites sur la planète, donc autrement dit sur le Covid. Et il veut anéantir tous les laboratoires biologiques, donc il veut mettre fin à tout ça. Il dénonce tout ça aux yeux du monde entier dans un discours historique face à l'ONU. Donc c'est historique, c'est gigantesque. Faites bien attention à tout ce qu'il dit. Allez, on y retourne. Les Nations Unies pourront jouer un rôle constructif en cela. Ce sera un des meilleurs programmes d'IA jamais lancés. On verra comment ça se passera, car certains disent que ça pourrait être une des meilleures choses jamais mises en place. Ça pourrait être aussi dangereux, mais ça pourrait être aussi une force pour le bien et ça en serait un exemple. Non seulement les Nations Unies ne ressemblent pas les problèmes qu'elles devraient résoudre, mais souvent les Nations Unies créent de nouveaux problèmes que nous devons ensuite résoudre. Par exemple, le premier problème politique de notre époque, le problème de l'immigration incontrôlée. Vos pays sont en train d'être ruinés. Les Nations Unies financent un assaut contre les nations occidentales et leurs frontières. En 2024, le budget, les Nations Unies ont budgété des millions de dollars en cash pour aider des migrants arrivés aux États-Unis. Les Nations Unies soutiennent ceux qui rentrent illégalement aux États-Unis. Ensuite, nous devons les faire sortir. Les Nations Unies ont aussi fourni des transports, des fonds et de la nourriture à des migrants illégaux dans leur entreprise d'infiltration de notre frontière sud. Des millions de personnes sont rentrées à travers la frontière sud. Il y a ne serait-ce qu'un an, des millions de personnes sont rentrées, 25 millions de personnes au cours de 4 ans de l'administration incompétente du président Biden. Et maintenant, nous avons mis fin à cela, totalement mis fin à cela. Ils ne viennent même plus car ils savent qu'ils ne peuvent plus rentrer. Mais ce qui s'est produit est totalement inacceptable. Les Nations Unies sont censées mettre fin aux invasions, pas provoquer et financer des invasions. Aux États-Unis, nous rejetons l'idée que des
des populations massives puissent violer nos frontières, violer notre souveraineté et agir de manière criminelle tout en épuisant nos filets de sécurité sociaux. Nous avons affirmé que l'Amérique appartient au peuple américain et j'encourage tous les pays à prendre position pour la défense de leurs propres citoyens. Nous devons le faire car nous le voyons. Je ne vais pas nommer de pays, mais je sais de qui je parle et je peux appeler chacun d'entre eux dans cette pièce. Ils détruisent leur propre pays. L'Europe fait face à de sérieux problèmes. Ils ont été envahis par une force d'immigrés illégaux. Personne n'a jamais vu cela auparavant. Des immigrés illégaux qui inondent l'Europe et personne ne fait rien pour mettre fin à cela, pour les faire sortir. Ce n'est pas soutenable. Et comme ils veulent être politiquement corrects, ils ne font absolument rien pour régler ce problème. Et je dois dire, je vois Londres où vous avez un maire absolument horrible. Et la ville a tellement changé. Maintenant, ils veulent passer à la charia. Ils veulent mettre en œuvre la charia. Mais vous êtes dans un pays différent. Vous ne pouvez pas faire cela. À la fois, l'immigration et l'énergie suicidaire de ces idéologues sera la mort de l'Europe si l'Europe n'agit pas immédiatement. Ça ne peut plus durer. Ce qui rend le monde si beau, c'est que chaque pays est unique. Mais pour rester dans cette voie, pour rester ainsi, chaque nation souveraine doit avoir le droit de contrôler ses frontières, comme nous le faisons actuellement, pour limiter la quantité de migrants qui entrent dans leur pays. Et les systèmes doivent bénéficier à ceux qui financent ces systèmes, les peuples autochtones qui ont versé leur sang, leurs larmes et leur sueur pour ces pays et maintenant ces pays sont ruinés. Des nations fières doivent avoir le droit de protéger leur communauté, d'empêcher leur pays d'être submergés par des peuples qui leur sont inconnus, qu'ils n'ont jamais vus, avec des coutumes différentes, des religions différentes, des cultures différentes, des immigrés qui ont violé les lois, des gens qui ont fait des demandes d'asile pour des raisons illégitimes. Ils devraient être renvoyés tout de suite dans leur pays, quel que soit le cas. Et nous aurons toujours le cœur ouvert pour ceux qui font face à de véritables difficultés. Nous trouverons toujours une véritable compassion pour eux. Nous donnerons des réponses, mais ils doivent régler leurs problèmes dans leur pays et non pas créer de nouveaux problèmes dans nos pays. Il y a des pays qui ne peuvent plus nous envoyer leurs immigrés. Ils nous envoyaient des caravanes de 20 à 30 000 personnes à la fois qui se déversaient dans nos pays sans aucun contrôle, sans aucune vérification. Et maintenant, ce n'est plus le cas. D'après le Conseil de l'Europe, en 2024, 50% des prisonniers dans les prisons allemandes étaient de nationalité étrangère, étaient des migrants. En Autriche, c'est 53% des gens incarcérés. Ils venaient de pays étrangers. En Grèce, le chiffre est de 54% et en Suisse, dans la belle Suisse, c'est 72% des personnes incarcérées qui sont étrangers au pays. Lorsque vos prisons sont remplies de soi-disant demandeurs d'asile, ils remboursent votre gentillesse avec leur criminalité. Il est temps de mettre fin à l'expérience des frontières ouvertes. Moi, je sais de quoi je parle. Vos pays sont en train d'aller vers un enfer. Une fois qu'aux États-Unis, on a commencé à détenir et déporter tous ceux qui traversaient illégalement la frontière, ils ont arrêté de venir chez nous. Ils ne viennent même plus chez nous. C'était un acte humanitaire pour tous ceux qui étaient impliqués. Parce que des milliers de personnes mouraient en essayant de rentrer dans notre pays. Les femmes étaient violées. C'était des viols horribles. Les femmes étaient battues, elles étaient violées. Lors de ces voyages, c'était un voyage très long et très difficile pour entrer dans notre pays. Mais c'était aussi une victoire historique contre les trafiquants d'êtres humains de par la région. C'était une victoire que nous avons remportée. Nous avons sauvé des dizaines et des dizaines de vies de personnes qui n'auraient pas survécu au voyage. C'était un voyage mortel.
Et c'était un parcours qui était bordé de cadavres. Ils traversaient des jungles, ils traversaient des zones tellement chaudes qu'ils mouraient de suffocation. L'air était tellement chaud qu'on ne pouvait pas respirer. Des cadavres tout le long du chemin. Et comme ils ne font plus le voyage, nous sauvons un nombre incalculable de vies. Mon administration a fait quelque chose de fantastique et le public américain est d'accord avec cela. J'étais très fier de voir ce matin, je suis au sommet dans les sondages et c'est en partie grâce à ce que j'ai fait au niveau de la frontière. L'autre partie, c'est grâce à ce que j'ai fait pour l'économie. Joe Biden soutenait ces cartels de trafiquants de drogue, de violeurs, des prisonniers qui venaient chez nous de partout dans le monde. L'administration précédente a perdu 300 000 enfants. Ils ont perdu plus de 300 000 enfants, de jeunes enfants, de petits-enfants, qui faisaient l'objet de trafic d'êtres humains. Sous Biden, nombre de ces enfants ont été violés, ont subi des abus. Ils ont été vendus. Personne n'en parle. Les médias menteurs n'en parlent pas. Et bien d'autres enfants sont portés disparus, sont morts, et nous avons trouvé nombre de ces enfants et nous les renvoyons chez leurs parents. Et les gens disent personne ne sait d'où ils viennent. Et nous, on doit découvrir d'où ils viennent, on les renvoie chez eux. Et la femme et le père les accueillent avec des larmes dans les yeux. Ils trouvent que c'est incroyable de pouvoir enfin revoir leurs enfants. Ces enfants, nous avons réussi à envoyer presque 30 000. Tout système dont le résultat est le trafic d'enfants à une échelle massive est un système maléfique. Et c'est ça que l'idéologie mondialiste a réalisé. Les jours de l'administration Biden sont finis. L'administration Trump va travailler pour poursuivre toutes les personnes qui génèrent ce problème, qui sont la source de ce problème. Nous avons déjà réussi à renvoyer 30 000 enfants, mais nous allons trouver les foyers de beaucoup d'autres de ces enfants. Mais on ne trouvera pas la totalité de ces 300 000 enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont morts, qui ont disparu à cause des animaux qui ont commis ces crimes. De nombreux cartels de drogue féroces ont aussi été impliqués dans ces trafics. Les gens n'aiment plus faire des transports de drogue en grande quantité sur des navires parce qu'on les attrape. Ils ne veulent plus le faire. Nous avons mis fin à l'afflux de drogue dure dans notre pays. Mais ces cartels tuaient des centaines de milliers de personnes. J'ai aussi désigné nombre de ces cartels de drogue en tant qu'organisations terroristes étrangères. Ce sont les pires gangs du monde, le MS-13, la Tren de Aragua. La Tren de Aragua vient du Venezuela d'ailleurs. Ces organisations torturent, mutilent, tuent en toute impunité. Ce sont les ennemis de toute l'humanité. C'est pour ça que nous avons commencé à utiliser la force suprême des armes forcées américaines pour détruire ces terroristes vénézuéliens et leur réseau de trafic de drogue qui font rentrer leur poison aux États-Unis. Soyez bien conscients du fait que nous allons vous détruire. Nous avons perdu près de 300 000 personnes l'année dernière à cause des drogues, du fentanyl et d'autres drogues. Chaque navire que nous voyons transporte des drogues qui tueraient plus de 25 000 Américains. Nous ne laisserons pas cela continuer. L'énergie est un autre domaine où les États-Unis sont entrés dans un âge d'or. Nous nous débarrassons des soi-disant énergies renouvelables qui sont une blague. Ce sont des énergies qui ne marchent pas. Elles coûtent trop cher. Elles ne sont pas assez puissantes pour assurer la grandeur d'un pays. Ces éoliennes dans le désert, c'est quelque chose de pathétique. C'est quelque chose qui coûte beaucoup trop cher et on doit les reconstruire
sans arrêt, elles sont sans arrêt en train de pourrir, de rouiller. C'est la source d'énergie la plus chère qui ait jamais été conçue. On doit gagner de l'énergie avec l'énergie, pas perdre de l'argent. Les gouvernements doivent financer, on ne peut pas entretenir ces sources d'énergie sans des financements publics. Et les Chinois construisent ces systèmes d'énergie, ensuite ils les envoient partout dans le monde. Mais eux ne s'en servent pas. Vous savez ce qu'ils utilisent? Du charbon, du gaz naturel, tout sauf l'éolien. Mais ils aiment beaucoup vendre les éoliennes. L'Europe, au contraire, a beaucoup de chemin à faire, avec de nombreux pays qui sont au bord de la destruction en raison de leur programme écologique. Et je veux rendre hommage à l'Allemagne qui suivait un parcours très délétère à la fois sur l'immigration et aussi sur l'énergie. Ils allaient vers les énergies renouvelables et ils étaient en train de perdre l'argent. Et les nouveaux dirigeants du pays sont revenus aux énergies fossiles, aux énergies nucléaires, qui est une bonne énergie, une énergie sécurisée, si on sait y faire. Mais ils sont revenus sur leur programme, ils ont rouvert de nombreuses centrales, des centrales qui produisent de l'énergie. Et je veux rendre hommage ici à l'Allemagne pour cela. Ils se sont rendus compte du désastre qui était en cours. Ils étaient en train d'aller vers les énergies vertes, et les énergies vertes sont des énergies ruineuses. Et ce n'est pas politiquement correct de le dire, je serais fortement critiqué pour l'avoir dit, mais je dis la vérité. Je suis à New York et je me sens bien plus en sécurité. La criminalité est en baisse. Et d'ailleurs, en parlant de criminalité, Washington était la capitale du crime de notre pays. Et maintenant, après 12 jours, c'est une ville totalement sécurité. Tout le monde peut sortir manger, sortir au restaurant. Votre femme peut sortir dans la rue. Avec ou sans vous, rien ne va lui arriver. Mon administration a fait un travail incroyable et oui, j'en ai appelé à la garde nationale et la garde nationale a réglé le problème. Ce n'était pas politiquement correct, mais ils ont réglé le problème. Nous avons renvoyé 17 000 criminels de carrière, on les a renvoyés chez eux et maintenant Washington, c'est une ville de nouveau sécurisée. Et je vous invite, d'ailleurs nous dînerons ensemble dans un restaurant local et nous pourrons nous y rendre à pied, nous n'aurons pas besoin d'y aller dans un véhicule blindé. Nous irons à pied de la Maison Blanche à ce restaurant. Beaucoup des pays dont on parle ont des atouts. Aberdeen était la capitale du pétrole de l'Europe. Il y a beaucoup de pétrole qui n'a pas été trouvé dans la mer du Nord. Et j'étais avec des premiers ministres que je respecte beaucoup. Et ils ont fermé ce pipeline en augmentant tellement les impôts dessus qu'aucune entreprise pétrolière ne peut l'exploiter. Ils ont énormément de pétrole qui reste. Ils ont énormément de pétrole qui n'a pas encore été découvert. Et c'est un actif incroyable pour le Royaume-Uni. Et j'espère que le Premier ministre m'écoute parce que je lui ai dit 3 jours d'affilée, c'est tout ce dont je lui ai parlé, le pétrole de mer du Nord, le pétrole de mer du Nord, parce que je veux que ça se passe bien pour leur pays. Je veux qu'ils arrêtent de ruiner leur magnifique campagne écossaise avec ces éoliennes qui détruisent des terres cultivables. On ne laisse pas cela se produire aux États-Unis. Les Nations Unies avaient prédit que d'ici à l'an 2000, le changement climatique provoquerait une catastrophe d'envergure mondiale. Il disait que ce serait irréversible, que ce serait comme une holocauste nucléaire. C'est ce que les Nations Unies disaient dans les années 90. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Nous sommes toujours là aujourd'hui. Un autre responsable des Nations Unies disait dans les années 90 que des nations entières pourraient être effacées de la surface du globe par le changement climatique. Et ça ne s'est pas produit. Et à l'époque, on parlait même de refroidissement mondial dans les années 1920-1930. Et il parlait de refroidissement mondial. Il disait que ça allait détruire le monde, on doit faire quelque chose. Ensuite, ils ont dit le réchauffement climatique va détruire le monde.
Et ensuite, ça s'est refroidi. Et donc maintenant, ils disent juste le changement climatique, parce que comme ça, ils ne risquent pas de se tromper. Ils disent le changement climatique. Que ça monte, que ça descende, quoi qu'il se passe, il y a du changement climatique. C'est la plus grande arnaque. C'est la plus grande arnaque au monde. Le changement climatique, quoi qu'il se passe, vous êtes impliqué dans le changement climatique. Plus de réchauffement climatique, plus de refroidissement climatique. Toutes ces prédictions faites par les Nations Unies, par de nombreux autres pays, souvent pour de mauvaises raisons. Toutes ces prédictions étaient fausses. Elles ont été faites par des idiots. Et ça a coûté des fortunes à leur pays. Si vous ne vous retirez pas de cette arnaque verte, votre pays sera ruiné. Et moi, durant ma campagne, enfin, on me dit Trump avait raison à propos de tout. J'ai eu raison sur tout jusqu'ici. Et je vous dis aujourd'hui que si vous ne vous détournez pas de l'arnaque de l'énergie verte, votre pays sera ruiné. Et si vous n'empêchez pas des gens que vous n'avez jamais vus auparavant et qui vous n'avez rien en commun de rentrer dans votre pays, vos pays seront ruinés. J'aime l'Europe, j'aime les peuples européens. Et je déteste voir la dévastation qu'il y a en ce moment en Europe à cause de l'énergie verte et de l'immigration. Ce monstre à deux queues qui détruit tout sur son passage. On ne peut plus laisser ces choses-là continuer. Vous faites cela parce que vous voulez être gentil, vous voulez être politiquement correct et vous détruisez votre héritage. Ils doivent reprendre le contrôle fortement du désastre de l'immigration incontrôlée et du désastre de l'arnaque à l'énergie verte. L'empreinte carbone est une farce, une arnaque qui est entretenue par des gens qui ont de mauvaises intentions. Vous savez, l'empreinte carbone, c'était vraiment quelque chose de très important il y a quelques années. Je me souviens qu'on en parlait à tout bout de champ et ensuite le président Obama montait dans Air Force One un Boeing 747. Pas un nouvel appareil, un ancien appareil avec les anciens moteurs qui envoyaient tout dans l'atmosphère. Et il parlait de l'empreinte carbone, on doit faire quelque chose. Et ensuite, il rentrait dans son avion et il allait de Washington à Hawaï pour jouer au golf. Et ensuite, il remontait sur ce magnifique avion et il retournait à Washington. Et ensuite, il refaisait un discours sur le réchauffement climatique et l'empreinte carbone. C'est une arnaque. C'est une arnaque extrêmement cher, qui a coûté extrêmement cher à l'Europe. L'Europe a réduit son empreinte carbone de 37%. Félicitations Europe. Vous avez fait un excellent travail. Vous vous êtes coûté énormément d'emplois. Vous avez fermé beaucoup d'usines, mais vous avez réduit votre empreinte carbone de 37%. Et néanmoins, après tous ces sacrifices ont simplement été effacés par une augmentation globale de 54%, qui vient essentiellement de la Chine et d'autres pays qui sont en train de prospérer autour de la Chine, qui produit maintenant plus de carbone que toutes les autres nations du monde réunies. Tous ces pays travaillent très dur sur l'empreinte carbone et c'est n'importe quoi d'ailleurs. Vous savez, c'est intéressant. Aux États-Unis, nous avons encore des radicalisés de l'environnement et des écologistes radicalisés et ils veulent tuer toutes les vaches, ils veulent faire des choses folles. Mais vous savez, nous avons une frontière forte. Et nous avons une forme, et cette forme ne monte pas directement vers le haut, c'est une forme amorphe en ce qui concerne l'atmosphère. Et même si on avait l'air le plus propre du monde, et je pense qu'on a l'air le plus propre qu'on a depuis de nombreuses années, le problème c'est que d'autres pays, comme la Chine, qui ont un air un peu plus sale, eh bien cet air circule. Et quoi que vous fassiez au niveau de votre pays, l'air au-dessus de vous sera très sale car il vient d'autres pays où leur air est sale. Et les écologistes refusent d'accepter ce fait. C'est la même chose avec les ordures. En Asie, ils envoient leurs ordures directement dans l'océan. Et après 1 ou 2 semaines,
right past Los Angeles. Ces ordures arrivent à Los Angeles. Almost too much to do anything about. Des tonnes d'ordures. On ne peut rien y faire. Il y en a tellement. On ne peut presque rien y faire. Ça circule devant Los Angeles, San Francisco. Et ensuite, on ennuie un Américain parce qu'il a lâché un mégot de cigarette sur la plage. C'est de la folie. L'impact principal de ces politiques écologistes brutales, ça n'a pas été d'aider l'environnement, mais de redistribuer l'activité industrielle des pays développés qui ont suivi ces règles insensées. Ça a envoyé l'industrie vers des pays qui ne suivent pas les règles et qui gagnent des fortunes. Les factures d'électricité européennes sont 4 à 5 fois au-dessus de celles de la Chine à présent et 2 à 3 fois plus chères qu'aux États-Unis. Et nous, notre coût de l'énergie est en baisse constamment. On voit cela au niveau du prix à la pompe. Nous, vous savez, on a une expression foron, foron, foron. Et nos prix auront encore baissé dans un an. Mais ils ont beaucoup baissé au cours de l'année passée. Le résultat, c'est que l'air conditionné, et c'est très rare dans ces pays, parce que les coûts électriques sont tellement élevés. Pendant que les États-Unis ont... L'Europe perd 170 000 personnes à cause de la canicule chaque année, parce que l'air conditionné, l'énergie est tellement chère qu'on ne peut pas allumer l'air conditionné. Ce n'est pas l'Europe que j'aime et que je connais, cela. Tout ça pour faire semblant de mettre fin à la farce, à l'arnaque du réchauffement climatique. Et ils ont mis sans dessus dessous leur société à cause de cela. Il faut mettre fin à cela immédiatement. C'est pour ça qu'aux États-Unis, on s'est retiré de cette arnaque de l'accord de Paris. Les États-Unis payaient beaucoup plus, la Chine n'avait pas besoin de payer jusqu'en 2030. À la Russie, on a donné des anciennes normes, des normes des années 90. Mais nous, les États-Unis, on devait payer 1000 milliards. Et j'ai dit, c'est une autre arnaque, c'est encore une arnaque. De fait, le monde a abusé des États-Unis pendant des années, mais tout ça, c'est fini, vous l'aurez probablement remarqué. J'ai déclenché des productions massives d'énergie. On fait de la prospection pour le pétrole. On n'a pas besoin de prospecter beaucoup parce qu'on a plus de pétrole que n'importe qui au monde. Et si vous rajoutez à cela le charbon, nous avons le plus de charbon, et je dis que c'est du charbon propre, du beau charbon. On peut faire des choses avec le charbon qu'on ne pouvait pas faire il y a 15 ans. Et donc j'ai un ordre permanent à la Maison-Blanche. Si on dit charbon, on doit dire du beau charbon propre. Et on est prêt à fournir à tout pays au monde de l'énergie abordable, de l'énergie abondante. Nous exportons de l'énergie partout dans le monde. Nous sommes maintenant le plus grand exportateur d'énergie. Aux États-Unis, nous voulons du commerce avec toutes les nations, tout le monde. Nous voulons aider les nations. Mais ça doit être équitable, ça doit être réciproque. Le défi, c'est le même qu'avec le climat. Les pays qui suivent les règles ont été pillés. Vous avez entendu ? Nous sommes prêts à fournir de l'énergie au monde entier à des prix plus que raisonnables. Je dis ça, c'est grandiose. C'est grandiose. C'est vraiment triste à voir. Ces pays ont été brisés par des pays qui, eux, violaient les règles. C'est pour ça que les États-Unis mettent maintenant des droits de douane, appliquent des droits de douane à d'autres pays, des droits de douane qui nous étaient appliqués de manière incontrôlée pendant de nombreuses années. Nous avons utilisé les droits de douane en tant que mécanisme défensif sous l'administration Trump, y compris durant mon premier mandat où des milliards de droits de douane ont été collectés et nous avions énormément d'inflation et maintenant nous avons très peu. On avait des milliards de dollars qui rentraient dans notre pays et c'est comme ça qu'on va s'assurer que le système fonctionne pour tout le monde, qu'il est durable pour l'avenir. On utilise aussi les tarifs pour défendre notre souveraineté partout dans le monde.
U.S. administrations for decades, including y compris the most corrupt, incompetent face à l'administration la plus corrompue, la plus incompétente de l'histoire des États-Unis, l'administration de Biden. Le Brésil fait face maintenant à des droits de douane majeurs, car ils ont tenté de limiter les libertés et les droits des citoyens de notre pays. J'ai quelques problèmes à dire cela, car moi aussi, quand je suis arrivé faire mon discours, le dirigeant du Brésil mettait fin au sien et nous nous sommes serrés la main en nous croisant. Et je me suis dit, bon sang, je vais dire cela sur le Brésil dans quelques minutes. On a eu 20 secondes pour se parler. En rétrospective, je suis content d'avoir attendu, parce que ça ne s'est pas très bien terminé. Mais on a eu une bonne discussion et on est tombé d'accord pour se voir la semaine prochaine. Et il a l'air de quelqu'un de très gentil. Il m'a apprécié, je l'ai apprécié. Et je ne fais des affaires qu'avec les gens que j'aime bien. Quand je n'aime pas quelqu'un, je ne l'aime vraiment pas. Mais on a eu un très bon rapport pendant 39 secondes, c'est un bon signe. Mais par le passé, le Brésil a mis des droits de douane injustes sur notre pays et maintenant nous contre-attaquons et nous contre-attaquons très fort. En tant que président, je défendrai toujours notre souveraineté nationale, les droits des Américains, des citoyens américains. Je suis désolé de vous dire que ça se passe mal pour le Brésil. Ça ne se passera bien pour eux que lorsqu'ils travaillent avec nous. Sans nous, ça ne marchera pas, comme pour d'autres pays. Nous célébrerons le 250e anniversaire de notre indépendance l'année prochaine, une preuve de la puissance durable de l'esprit américain. Nous serons aussi les hôtes de la Coupe du Monde 2026 de la FIFA et ensuite les Jeux Olympiques de 2028. I hope that countless people from all over the globe will take part of these will be great celebrations of liberty and human achievement. J'espère que vous prendrez part à ces grandes célébrations. The miracles of history that began in July 4th, 1776, when we founded the light to all nations, and it's something really that an amazing thing came out of that date. Il y a eu, les États-Unis sont nés en 1776, c'est un grand anniversaire. J'espère que tous les pays seront inspirés par notre exemple. Nous rejoindrons pour renouveler notre engagement aux valeurs auxquelles nous sommes attachés, la défense de l'expression libre, des libertés religieuses, y compris pour les religions les plus persécutées au monde aujourd'hui, la chrétienté notamment, et nous protégerons notre souveraineté, les qualités qui ont rendu chacune de nos nations extraordinaires. En conclusion, je répéterai que l'immigration et le coût de l'énergie soi-disant renouvelable et verte est en train de détruire une grande partie du monde libre, une grande partie de notre planète. Les pays qui chérissent la liberté sont en train de décliner à cause de leur politique sur ces sujets. Vous avez besoin de frontières fortes et des sources d'énergie traditionnelles si vous voulez être de nouveau de grands pays, que vous veniez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, de proche ou de loin. Chaque dirigeant dans cette salle aujourd'hui représente une culture riche, une histoire noble et un héritage noble. Chaque nation est majestique et unique à sa manière, majestueuse et unique à sa manière. De Londres à Lima, de Rome à Athènes, de Paris à Séoul, du Caire à Tokyo, d'Amsterdam à ici New York, nous nous tenons debout sur les épaules des dirigeants historiques qui ont construit nos belles nations, toutes nos belles nations, avec leur courage, leur force, leur esprit. Nos ancêtres ont gravi les montagnes, ont traversé les océans et les plaines.
Ils ont mené des batailles terribles. Ils ont fait face à des dangers, à tous les dangers. Ils étaient des fermiers, des soldats, des explorateurs, des patriotes. Ils ont fait des royaumes avec des tribus, ils ont fait des pays avec des royaumes. Ils ont tous construit de grands empires. L'Europe en a été une grande partie de ça. Ils ont tous été des champions pour leur peuple. Et leurs valeurs ont défini nos identités nationales. Leurs visions ont forgé nos magnifiques destins. Et tous ici présents, vous faites partie de cette glorieuse histoire à votre manière. Vous êtes les héritiers des actes, des mythes, des triomphes, des héros qui nous ont montré la voie. Nos ancêtres ont tout donné pour leur patrie qu'ils défendaient avec fierté, avec leur sueur, leur sang, leur vie et leur mort. Et maintenant, vous avez la tâche juste de protéger les nations qu'ils ont construites. Soyons donc à la hauteur de ce devoir, protégeons les frontières de nos peuples, protégeons leur culture, leurs traditions et combattons pour leurs précieux rêves et leurs précieuses libertés. Agissons ensemble dans l'amitié au nom de cette belle vision pour construire une belle planète, une planète que nous partageons tous, pour construire un monde meilleur. Et j'espère qu'on réalisera cette vision dès à présent, qu'on va changer de voie, rendre nos pays plus beaux, plus saufs, s'occuper de nos peuples, et Dieu bénisse les peuples de ce monde. Merci beaucoup. Waouh! Waouh! T'as compris le coup? Waouh, waouh, waouh! C'est gigantesque. Quand je vous disais qu'il fallait qu'on regarde ça dans son intégralité. Il balance tout. Vous avez raison, vous l'avez cerné, vous l'avez compris. C'est les révélations. Il dit ça à la face du monde, devant le monde entier. Ce sont les révélations, les amis. Quand on vous dit, quand je titre la bannière en disant « C'est Octobre Rouge », nous sommes à l'aube de l'Octobre Rouge. Là, c'est les révélations. Maintenant, ça va être les arrestations, ça va swinguer, mais grave. Donc, les amis, faites vos réserves. Attends, je copie le lien, je suis tout ému. Je vais mettre le lien sur le... Comme ça, nos amis modos vont pouvoir partager ce discours historique de Donald J. Trump, le président du monde, le roi de notre jolie planète. La messe est dite, les amis, la messe est dite. C'est gigantesque, c'est ce que nous attendions. J'ai des palpitations, c'est ce que nous attendons depuis 5 ans. Ça y est, les amis, ça vient d'être dit noir sur blanc à la face du monde. Et alors, bien évidemment, donc j'ai partagé, les amis, j'ai partagé le lien de ce magnifique live. Donc, oui, ça y est, c'est fait. Marlène, est-ce que tu pourrais nous mettre le lien? Ben voilà, ça vient d'être fait. Donc, les amis modos, matraquez. Mon conseil, le conseil de tonton, en ce jour d'anniversaire, en plus, ça arrive là, le jour de mon anniversaire. Bon, c'était avant-hier, mais alors là, le diffuser le jour de mon anniversaire, c'est waouh, c'est Pompelop, les amis. C'est Pompelop, je l'ai regardé hier matin, mais c'est vrai que c'est à voir et à revoir et à revoir. Et vous avez raison, bien sûr, parfois, il faut savoir voir ce qu'il dénonce. C'est dénoncer pour dire, il y a un double sens. N'oublie pas que c'est de la 3D, c'est de la 5D. C'est une partie d'échec en 5D, mais tout est dit. Tout. Quand il dit qu'ils ont suffisamment d'énergie, il parle de tout, de l'immigration, enfin bref. C'est Pompelop. C'est parce que je n'ai pas le Pompelop d'Antoine.
dans mon studio à moi, mais c'est gigantesque. Waouh, je suis tout ému. Je suis en plus ravi d'avoir partagé. Vous êtes innombrables sur ce live. C'est à croire que vous vous passez le mot, c'est grandiose, c'est magnifique. Il paraît que Momo a fait pareil hier. Ben voilà, je ne savais pas que Momo avait fait la même chose. Moi, j'ai pris cette initiative cet après-midi en disant il faut qu'on le regarde. C'est trop important que les autres informations. Bien sûr, oui, Sarko est tombé, mais c'est expressément pour faire tomber la corruption. J'en suis certain, coupable ou pas coupable, on s'en fout, c'est faire tomber la corruption. On sait qu'ils sont tous corrompus. On sait que même Sarko, c'était l'état profond, on le sait. Donc, c'était indispensable que tout se passe. Et tout se passe là en même temps. C'est Sarko ici, mais ça va être bientôt là, en plus, avec l'affaire Macron et Candace Owens. Là, maintenant, ça va tomber. Les Macron vont tomber là-bas avec Candace Owens. Donc, les amis, c'est Pompelop. C'est Pompelop. Alors oui, pour terminer, bien, ce qui s'est passé avec l'escalator, etc., forcément, il fallait bien qu'il se passe quelque chose pour que Trump puisse passer à l'attaque. Tu as compris le coup? Voilà comment ça se passe. C'est comme ça l'art de la guerre. Regardez, une vraie honte, le président Trump s'est emporté aux Nations Unies après une série d'incidents, la chute imminente sur un escalator, c'était voulu, mais je suis persuadé, c'est pour le film, une panne de prompteur. Finalement, il a tout improvisé pendant 56 minutes sans bafouiller, c'est gigantesque, c'est gigantesque, cet homme, c'est Dieu. Et des problèmes audio pendant son discours, c'est un triple sabotage à l'ONU, il devrait avoir honte. Eh bien oui, mais il va y avoir une enquête, les amis. Il va y avoir une enquête, regardez, Caroline Leavitt, le temps de vous mettre la vidéo, ça sera la dernière, enquête des services secrets américains sur les pannes à l'ONU, vidéo traduite par Jocelyne de P Traduction, que l'on remercie pour son travail depuis également, elle, pareil, depuis 5 ans, elle fait un travail remarquable, notre amie Jocelyne, donc on t'embrasse très fort. Nous regardons cette intervention très très courte, d'1 minute 20, de Caroline, la porte-parole de la Maison-Blanche, et l'enquête va être menée. Donc forcément, ça sent quoi derrière? Ça sent les arrestations, ça sent la fin et le début d'Octobre Rouge. Ça va être Pompelop, les amis. On regarde ça ensemble et puis on se dit au revoir. À tout de suite. Très bien, Caroline. Il semble bien qu'il s'agisse d'un sabotage avec l'escalator et le prompteur. Que compte faire la Maison-Blanche à ce sujet? Eh bien, Jessie, c'est bien ce que je pense. Et c'est pourquoi j'ai publié une déclaration plus tôt. Le Times de Londres a publié ce week-end des informations inquiétantes, comme vous l'avez souligné, selon lesquelles des membres du personnel mondialiste de l'ONU complotaient pour piéger le président des États-Unis. Il y a d'abord eu l'escalator, puis le téléprompteur et ensuite Cathy Pavlich du Town Hall, à qui nous avons offert une place dans la salle de presse pour couvrir le discours historique du président aujourd'hui, qui a remarqué que le son à l'intérieur de la salle était beaucoup plus faible et différent pour le président des États-Unis que pour l'orateur précédent. Donc, quand on met tout cela bout à bout, cela ne me semble pas être une coïncidence. Et je sais que certaines personnes, y compris les services secrets américains, enquêtent pour élucider cette affaire. Et si nous découvrons que ce sont des membres du personnel de l'ONU qui ont délibérément essayé de faire trébucher, littéralement trébucher au sens propre, le président et la première dame des États-Unis, eh bien, il vaudrait mieux que ces personnes rendent des comptes et je m'en occuperai personnellement, Jessie. Voilà. T'as vu ça? Non, mais t'as vu ça? C'est gigantesque, les amis, c'est gigantesque. Quel bonheur d'avoir pu partager ça avec vous ce soir. La fin est proche. La fin est proche, même si ça va basculer avant 25, ça c'est certain. Octobre Rouge, c'est cette année, ça c'est certain. Donc, 2026, ça sera déjà la reconstruction. Le nouveau monde est là, les amis, à nos portes. Tenez le coup. Faites des réserves. On ne sait jamais quand même, parce que le BS avec les militaires, c'est pas interdit que ça arrive pour protéger les peuples, bien sûr. Donc, faites des réserves. C'est ce que l'on vous conseille depuis 5 ans. Donc, du liquide chez vous, si vous le pouvez.
Si vous en avez, faites des réserves, retirez votre argent, ayez de quoi tenir une dizaine de jours, faites des provisions, on ne sait jamais. Bien sûr, le BS et les révélations, les BS, je voyais quelqu'un qui partageait en disant oui, ben, on a souvent des pannes électriques, des pannes d'informatique, des pannes ceci, des pannes cela. C'est clair, mais bon, il faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'il faut couper le courant de Skynet pour rebrancher Starlink. Et ça, c'est obligé de couper le courant mondialement pour mettre le nouvel Internet en place. Starlink, autrement dit, d'Elon Musk, et également enclenché de par le fait Gessara, qui sera le début. La chute de la bourse, l'effondrement de la bourse, l'effondrement du dollar et faire place au QFS, au système financier quantique, bien sûr. La fin est proche, les amis. Je suis heureux de vous avoir partagé tout cela, qu'on ait passé ce moment ensemble. C'était très haut en énergie, très haut en intensité, également dans vos commentaires. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve demain avec Christophe qui vient faire un live de la pluie. Alors, je vais regarder, attends, 2 secondes vite fait. Je vais regarder ce que notre ami Christophe, comment il a titré son émission de demain. Le titre, c'est un remède anti-protéine spike. Donc demain, Christophe vient nous parler d'un remède anti-protéine spike. C'est moi qui le recevrai et qui lui servirait de régisseur, qui lui servira plutôt, plus exactement, je suis encore ému, de régisseur en studio. Passez une bonne fin de soirée. Je sais qu'elle va être bonne. Allez, une fois n'est pas coutume, on va se remettre ce qu'on mettait avant l'investiture de Trump. Mais cette fois-ci, je crois que ça va mettre de l'ambiance dans les chaumières. Allez, on se quitte. Je vous dis à demain. Je vous donnerai les rendez-vous de la semaine prochaine dès demain. La semaine prochaine, Antoine revient. On vous communiquera la grille des nouveaux programmes. Je vous embrasse. Passez une très, 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 très bonne soirée. Faites de beaux rêves et surtout, 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 soyez heureux. Allez, on se le met, ça fait longtemps celui-là. Trump Round. And here's the deal, Trump won and you know it. Trump won and you know it. The fake news will never show it, 'cause it's true. Trump won and you know it. While Biden's hiding in the basement, babbling away on Zoom. My mental fitness, what he's doing now. Patriots fill stadiums, half circles in an empty room. Twitter and the FBI, one day won't deny. Trump won and you know it. Trump won and you know it. The fake news will never show it, 'cause it's true. Trump won and you know it. Always gonna tell. Votes in Fulton County were counted more than once. I bet he took New York and carried California as well. He's done it twice before, and he's gonna win again for the third time in 2024. Trump won and you know it. Trump won and you know it. News won't even show it.
Au revoir.